Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire sur la communication. Peut-être voilà, les gens vont se connecter les uns après les autres. Du coup, je vais vous partager Vanessa, ton micro est désactivé. J'étais partie. Voilà, de retour. Du coup, je vais vous partager une présentation qui va nous servir de support pour nos échanges. En espérant que ce soit confortable visuellement pour tout le monde. Donc, nous pouvons démarrer. Donc, l'objet de ce webinaire aujourd'hui est l'utilisation de la solution Amikeo pour communiquer. Donc, comme Marion vous l'a présenté, il va s'organiser en 4 parties. La première va être une introduction et quelques préconisations d'usage. Ensuite, nous allons évoquer ensemble un cas d'usage. Et puis ensuite, je vais vous présenter les applications Voice et iFeel. Voilà, vous montrer de quelle manière on va pouvoir paramétrer l'application pour qu'elle corresponde vraiment aux besoins des personnes pour qui on destine cette utilisation. Et puis voilà, quelques recommandations aussi en fonction de différents profils. Et puis notre dernière partie sera sur les questions, les échanges, voilà. Julie et moi-même pourrons répondre en fonction des questions. Donc tout d'abord, introduction et préconisation d'usage. Voilà, l'idée par rapport à la mise en place voilà, d'outils alternatifs, voilà, on va partir vraiment dans le cadre d'une mise en place, d'une prise en charge recommandée, autant que faire ce que par la Haute Autorité de Santé, pardon, et l'ANES, voilà, ou l'utilisation de la tablette tactile pour les personnes qui vont présenter des troubles cognitifs avec un handicap intellectuel. Aussi bien aussi pour leurs aidants, va présenter vraiment de multiples intérêts pour pouvoir s'adapter à toutes les difficultés qui sont liées à leurs troubles du quotidien. Donc voilà, pouvoir améliorer cette capacité à pouvoir interagir avec l'autre, avec autrui, pouvoir s'adapter au monde qui l'entoure et pouvoir acquérir un maximum d'autonomie. Donc voilà, sur différentes compétences, pouvoir comprendre une scène sociale, ce qui se passe voilà, quand je m'adresse à quelqu'un, et puis par rapport au retour qui peut m'en être fait. Voilà, des difficultés aussi au niveau du repérage dans le temps, pouvoir avoir un maximum de prévisibilité, pouvoir s'adapter, mettre fin à une activité, pouvoir voilà, s'orienter vers une autre sans que cela pose de difficultés. Et puis tout ce qui est de l'ordre aussi de l'autonomie, donc de l'autonomie dans la cité, mais aussi de l'autonomie personnelle, familiale, voilà, pouvoir manger seul, s'habiller seul, et puis un peu gérer tous les actes de la vie quotidienne, aussi bien même pour ce qui a trait au travail. Donc voilà, toutes ces difficultés-là. Là, on va mettre vraiment, nous, aujourd'hui, le focus sur la communication qui implique vraiment 3 compétences socles qui vont être extrêmement importantes pour pouvoir avoir une communication extrêmement pertinente, fluide et adaptée. Voilà, on va parler du partage social, qui est une première compétence, de l'imitation et également de l'acquisition du langage. Voilà, sur ces trois volets-là. J'attire votre attention aussi parce que toutes les difficultés que vont présenter les personnes avec autisme ou une déficience intellectuelle vont avoir un sérieux impact aussi sur leur possibilité de pouvoir communiquer avec l'autre de façon extrêmement fluide et fonctionnelle. Voilà, toutes ces difficultés qu'on va appeler au niveau des interactions sociales, voilà, pouvoir interagir avec quelqu'un, comprendre ce qui se passe dans cet échange-là, pouvoir rebondir aussi sur ce que va renvoyer l'autre vis-à-vis de nous. Par rapport à ça, il va y avoir de grandes difficultés qui peuvent être notées, donc voilà, soit au niveau qualitatif, mais aussi quantitatif pour les personnes présentant de l'autisme ou une déficience intellectuelle, tout ce qui est de l'ordre du contact visuel, voilà, ne pas savoir ce que je peux décrypter dans le regard de quelqu'un quand je m'adresse à lui, me donner les indices pertinents qui me permettent voilà, de pouvoir en retour adapter ma façon d'être et de transmettre un message.
Voilà, c'est de grandes difficultés aussi par rapport à tout ce qui est du décodage et de l'utilisation de tout ce qui est indice mimique, les gestes, les postures, voilà, qui aussi impliquent et offrent encore plus d'informations dans la relation à l'autre. Pour pouvoir comprendre aussi et se servir des codes sociaux, à quelle distance je me mets d'une personne que je ne connais pas pour pouvoir m'adresser à elle, pouvoir lui dire bonjour de façon adaptée, voilà, de quelle manière je peux me positionner pour avoir un retour et une relation à l'autre pertinente. Toutes ces difficultés aussi toujours sur les interactions sociales, voilà, de jeu avec les pairs. Est-ce que pouvoir interpeller un partenaire de jeu ou alors bien on va être les uns à côté des autres sans qu'il y ait vraiment de partage réel. Et puis toute cette adaptation aussi de l'ajustement à l'autre en fonction de ce qu'on est en train de partager, cette réciprocité, tout ce qui est ajustement du dialogue. Est-ce que je vais être juste sur mes centres d'intérêt un peu restreints, voilà, pouvoir communiquer à l'autre ce qui est très fort et très prégnant chez moi et qui m'intéresse beaucoup, sans pour autant m'adapter au retour qu'il va pouvoir lui me faire et réadapter ma posture et ce dialogue réciproque. Et également cette difficulté de pouvoir comprendre ce qui est un tour de rôle, un tour de parole, que voilà, quelqu'un va prendre la parole et en fonction de ce qui va être dit, pouvoir moi m'adapter et puis rebondir ou apporter quelque chose de supplémentaire. Donc voilà, c'est une grande difficulté qui a trait aux interactions sociales. Il me semblait aussi extrêmement important de vous parler aussi de l'attention conjointe, donc cette capacité à attirer, partager une attention avec quelqu'un et pouvoir orienter et diriger vers quelque chose de commun. C'est une compétence qui s'acquiert dès tout petit. Voilà, pouvoir montrer quelque chose et attirer le regard de l'autre sur cette chose commune sur laquelle on va pouvoir interagir ensemble. Chez les personnes qui vont présenter de l'autisme ou une déficience intellectuelle, ça va être assez fort, toutes ces difficultés-là, déjà à pouvoir, au niveau de l'attention conjointe, déjà à pouvoir discriminer, reconnaître le visage, ce qui se passe sur le visage de quelqu'un et pouvoir lui attribuer un état émotionnel. C'est extrêmement compliqué pour les personnes avec autisme, notamment d'aller chercher les détails les plus pertinents qui vont s'afficher sur le visage de quelqu'un, qui va me permettre dans un premier temps de pouvoir lui attribuer un état émotionnel et en retour pouvoir adapter ma posture et voilà ce que je vais pouvoir lui renvoyer également. Donc c'est pour ça que parfois ils peuvent être largement en décalage et puis ne pas pouvoir se réadapter parce qu'ils ne savent pas quel détail aller venir attraper entre guillemets sur le visage de l'interlocuteur pour pouvoir être en interaction de manière extrêmement fonctionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tous les travaux sur l'eye tracking, mais quand on observe en fait le tracé du regard d'une personne avec autisme, voilà, c'est quelque chose de très très anarchique. Une personne qu'on va pouvoir qualifier de neurotypique va avoir un balayage au niveau du regard qui fait un peu un triangle, voilà, aller chercher des informations au niveau des yeux et puis de la bouche. Une personne avec TSA va privilégier les choses qui brillent ou des clignotements, une boucle d'oreille et tout ça avec ces éléments-là de manière très isolée. Il n'y aura aucune pertinence en fait de compréhension sur ce qui s'affiche sur le visage et pouvoir adapter en retour mon comportement et avoir un maximum de compréhension dans la relation à l'autre. Tout ce qui est donc échange du regard, donc c'est ce que je viens d'aborder, pardon. Et puis tout ce qui est aussi changement de direction de la tête, du regard, mettre en œuvre un pointage, voilà, ça implique aussi de pouvoir être attentif à l'autre et de pouvoir l'amener sur quelque chose de commun. Et les personnes avec autisme et déficience intellectuelle peuvent être largement en difficulté par rapport à ces compétences-là. Donc on a parlé des troubles des interactions sociales, de l'attention conjointe. Et on continue dans les difficultés repérées. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'imitation, cette capacité extrêmement précoce dans le développement des tout petits. Voilà, l'interaction, le développement de ces interactions et de la communication est un rôle extrêmement important. Pouvoir reproduire des actions ou même pouvoir imiter des sons.
ce qu'on va appeler des compétences décoïques, voilà, par rapport à ce que je vais avoir chez l'autre en manière de son et de mots, pouvoir les répéter et de plus en plus finement. C'est une compétence et un apprentissage qui se mène au long cours en fonction de nos rencontres et de l'évolution du langage et de l'imitation qui va amener à une communication fonctionnelle. C'est une compétence qui est extrêmement déficitaire chez les personnes avec autisme et qu'il faut vraiment travailler dès tout petit, voilà, avec des objets, des actions, même en termes d'imitation motrice globale, pouvoir reproduire des gestes, des sons, des mots, etc. Et tout ce qui est de l'ordre aussi de l'imitation faciale. C'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, en fait, c'est qu'ils sont vraiment en difficulté pour pouvoir déjà l'identifier puis pouvoir l'afficher sur leur visage pour que ce soit pertinent et reconnaissable pour l'autre. Donc voilà, par rapport aux troubles de l'imitation. Je voulais vous parler également ici des troubles du langage. Sur 2 versants, il y a vraiment ce qu'on va appeler le plan expressif et le plan réceptif. Voilà, ça peut aussi impacter les 2 pans du langage. Quand on a des difficultés au niveau expressif, voilà, les troubles du langage vont être extrêmement marqués par une sorte d'intonation assez particulière, ou alors d'une intelligibilité déficitaire, voilà, une compréhension, une articulation non fonctionnelle, où on va avoir de la peine à comprendre le message qu'ils vont transmettre. Et puis après, de façon un peu plus isolée, mais qui est aussi présente chez les personnes avec autisme et déficience intellectuelle au niveau de l'expression du langage, tout ce qui est de l'ordre du lexique, les idiosyncrasies, c'est-à-dire de pouvoir utiliser un mot à la place d'un autre, mais il n'y a que lui qui va pouvoir y mettre du sens, des stéréotypies verbales, des répétitions, tout ce qui est construction syntaxique un peu plaquée, où ils vont là, pour le coup, être dans l'imitation, pouvoir dire tu à la place du je, parce qu'ils vont répéter ce qu'on va être en train de leur dire. Est-ce que tu veux cette chose-là? Et il va dire tu veux cette chose-là. Donc c'est des choses sur lesquelles il va falloir faire extrêmement attention, qui sont assez prégnantes dans les troubles au niveau de l'expressivité. Et tout ce discours écolalique aussi qui peut manquer de cohérence. Alors il y a des écolalies, donc cette capacité à pouvoir reproduire, imiter des mots ou des phrases. Certains ont un vrai talent par rapport à ça. Ils peuvent réciter des pans entiers de dessins animés, de films. Je trouve ça plutôt encourageant quand ils ont de l'écolalie, parce qu'il y avait un semblant de sens, de compréhension par rapport à ce que le rôle que peut avoir le langage, d'attirer l'attention, et que quand on veut demander quelque chose à quelqu'un ou échanger avec quelqu'un, il va y avoir cette idée d'un émetteur et d'un récepteur et d'un message qui transite entre les deux. Après, l'écolalie peut être parfois être assez cohérente par rapport au message qui est transmis, même si c'est pas suffisamment fonctionnel, et non adressé aussi, parce que non adressé du coup. Et après, il peut y avoir une écolalie totalement non fonctionnelle qui ne va avoir aucun sens à visée communicationnelle. Donc ça, par rapport au plan réceptif. Et du côté du plan réceptif, les troubles du langage, quant à eux, vont être marqués par une sorte de déficit de la discrimination au niveau de la phonologie, comme si, en termes de compréhension, ce qui va arriver, entre guillemets, dans leur oreille, va être comme un continuum sonore, une sorte de musique sur lesquelles ils ne vont pas pouvoir mettre de sens. Tout ce qui est aussi cette difficulté en termes de représentation mentale et de généralisation, où un mot va être un objet identifié dans un contexte bien particulier, ce qui peut être extrêmement coûteux au niveau cognitif aussi pour eux par rapport à tout ce qui est du plan réceptif. Il y a des choses qui sont extrêmement bien faites, notamment un témoignage d'une autiste Asperger qui parle de ça très très bien sur un mot, un contexte et le coût cognitif que ça représente.
quand on lui parle d'un objet. Elle s'appelle Temple Grandin. Vous pouvez voir, elle a fait une captation vidéo sur une conférence qui s'appelle TEDx, où elle parle de ça très bien. En fait, quand elle va entendre au niveau par rapport à sa compréhension réceptive un mot, elle va pas pouvoir s'empêcher de faire un peu comme si son cerveau était Google Images, admettons chaussures ou clochers, et va défiler dans sa tête toutes les chaussures et tous les clochers qu'elle aura pu croiser dans sa vie. Donc au niveau cognitif, c'est extrêmement coûteux. Et puis, elle a du mal à extraire un mot d'un contexte particulier. Voilà, donc et puis il faut faire attention aussi au niveau sur le plan réceptif. Parfois, on peut dire qu'ils comprennent relativement bien ce qu'on leur dit. Cela étant dit, on peut mettre beaucoup d'indices, que ce soit le contexte, les gestes, le regard. Sans s'en rendre compte, on va leur apporter plein d'éléments qui va pouvoir fausser un peu leur niveau de compréhension, qui va pouvoir faire illusion. Donc voilà un peu par rapport à ce qui était important de voir avec vous au préalable. Quelques petits extraits des recommandations de bonnes pratiques qui me semblent important de porter à votre attention. Voilà, l'idée est de pouvoir, par rapport aux recommandations de bonnes pratiques, par rapport à un accompagnement de qualité auprès de ces personnes avec autisme, de pouvoir développer la communication dès le plus jeune âge, qu'ils puissent avoir un moyen pour pouvoir avoir un impact sur leur environnement, pouvoir faire des choix, des demandes et être vraiment en relation. De pouvoir utiliser, faute d'avoir un langage suffisamment fonctionnel, des systèmes de communication, qui soient alternatifs parce qu'ils vont venir compenser un langage verbal déficitaire, une communication non fonctionnelle. Et puis aussi, certains peuvent être augmentatifs parce qu'ils vont venir soutenir quelque chose qui est au niveau communicationnel sous-jacent et venir étayer et le développer. Donc pour ce faire, il va être vraiment extrêmement important de pouvoir leur offrir des aides concrètes telles les supports visuels, soit des pictos, des dessins, des photos, et vraiment adapter en fonction de leur niveau de compréhension et de discrimination. Avec cette idée très forte de pouvoir adapter l'outil de communication auprès de ces personnes. Alors, à quel moment on va pouvoir mettre en place un outil de communication alternatif on va prendre en compte deux volets extrêmement importants. Une absence de langage ou de toute autre modalité de communication où on va se rendre compte qu'il va être en grande difficulté pour pouvoir s'exprimer et communiquer avec l'autre. Ou alors une communication orale qui peut être présente, mais qui va être ce qu'on peut appeler insuffisamment fonctionnelle. Donc, on a parlé de l'écholalie, une écholalie différée ou alors hors contexte n'est pas qualifiée comme une demande fonctionnelle. Pouvoir répéter un mot hors contexte va pas du tout être, je le disais, fonctionnel. Ou alors quelque chose d'insuffisamment spontané, où la personne va être extrêmement dépendante de son partenaire de communication. Donc pouvoir répondre à une question, faire un choix. Est-ce que tu veux ça ou ça? Ce n'est pas suffisamment fonctionnel en fait. Donc il va falloir vraiment travailler cette spontanéité-là, que ça parte de la personne elle-même, de ses envies, de ses besoins et de ce qu'elle a envie de transmettre et de demander. Ou alors quelque chose d'insuffisamment d'intelligible. Soit avec des grandes difficultés articulatoires où il va devoir répéter à plusieurs reprises avant de pouvoir être compris. On va venir le soutenir et l'étayer en mettant en place un outil de communication alternatif. Et puis peut-être dernier critère et non des moindres, on va peut-être être aussi sur de l'augmentatif, une communication orale qui ne va pas être suffisamment étendue. Avec très peu de vocabulaire qui va pouvoir, pour certains, les brider dans leur possibilité de pouvoir communiquer avec l'autre. Donc ça, pour la mise en place de l'outil de communication, ces critères qui vont être extrêmement importants. Si on replace la mise en place d'un outil de communication près des outils numériques, quels vont en être les avantages par rapport à un classeur papier-carton? C'est un outil numérique extrêmement facile et intuitif, où la transmission du message va être extrêmement rapide, qu'on va pouvoir personnaliser au possible, qui prend pas trop de place, qui est universel, tout le monde en a un. Ça peut vraiment passer inaperçu. L'apprentissage peut être moins long également.
et s'ils ne sont pas entravés par des difficultés motrices ou de pointage, ça va être extrêmement pertinent. J'appuie, il se passe quelque chose, et avec cette plus-value qui est la synthèse vocale où le message est transmis oralement. Après, voilà, je vous donnerai peut-être quelques petites recommandations par rapport à cette synthèse vocale qui peut être aussi la plus-value d'outils numériques, mais il va falloir faire attention pour que la personne vraiment utilise cette tablette-là en outil de communication pour transmettre un message à destination d'un partenaire de communication. Et pouvoir travailler aussi un point de vigilance également, tout ce qui est attention conjointe, attirer le regard de l'autre, être en capacité de pouvoir l'interpeller pour formuler, transmettre son message et formuler sa demande. Donc ça, par rapport aux avantages, il va être extrêmement important aussi quand on va mettre en place un outil de communication numérique de s'adapter le plus finement possible à la personne pour qui l'outil va être destiné. Et il va falloir pouvoir déterminer ce qu'on appelle un niveau d'abstraction, car à l'intérieur de cet outil-là, qu'est-ce que je vais renseigner? Des photos, des pictogrammes, parfois les deux parce qu'ils comprennent les deux, ou pour des personnes qui vont être lectrices, pouvoir être avec une difficulté articulatoire massive qui va empêcher un langage oral suffisamment fonctionnel, une communication suffisamment fonctionnelle, pouvoir renseigner des mots écrits. À chaque personne et à chaque niveau d'abstraction, il y aura un support de communication à adapter. Pour ce faire, il va falloir en amont pouvoir mener une évaluation qui va permettre de déterminer ce niveau de symbolisation et d'abstraction pour pouvoir renseigner au mieux ensuite l'outil de communication. Certaines personnes vont être à ce qu'on va appeler le stade objet, c'est leur manière à eux de pouvoir transmettre un message, c'est ce qu'ils comprennent. Donc on va vraiment aller vers là. Après, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, ils ne pourront pas passer à quelque chose de plus symbolique, mais en tout cas, il faut cette évaluation en amont pour pouvoir être cohérent dans ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et puis de faire attention également de pouvoir adapter l'organisation des items et le niveau de guidance qu'on va apporter par rapport au profil de la personne. Ça va pas être la même chose de transférer un outil de communication papier-carton où on aura déjà travaillé, où la personne accompagnée aura déjà tous les prérequis à la communication. Voilà, on sera en pleine connaissance de quand j'ai besoin de quelque chose, il va falloir que je puisse l'identifier, pouvoir le formuler et transmettre cette demande à quelqu'un. Donc évidemment, ça va être beaucoup plus facile quand tous ces prérequis-là sont mis en place, avec un nombre d'items qui a été renseigné au préalable, une hiérarchie particulière. Ça va être différent et il va falloir faire attention et respecter un certain nombre de règles quand la personne n'a pas d'outils mis en place au préalable. Donc, si on transpose un classeur papier-carton vers une application numérique, voilà, petit rappel, vous pouvez tout à fait travailler avec l'application classique vraiment pour que on conserve la même catégorisation et puis continuer à développer cette compétence-là pour pouvoir organiser au mieux l'outil de communication. J'en arrive aux erreurs à éviter, que vous les ayez bien en tête, pour pas que la mise en place de l'outil soit un échec. Voilà, ce qu'on veut apporter, c'est une plus-value dans l'accompagnement des personnes qui ont une communication déficitaire. Donc faire très attention, y aller par étapes, prioriser autant que faire se peut. Les erreurs à éviter vont être par rapport au vocabulaire. Soit on utilisait trop, on va mettre trop de choses à disposition sans s'assurer qu'il discrimine bien tout et qu'à partir du moment où il va sélectionner un item, c'est bien cette demande-là qu'il souhaite nous formuler ou ce commentaire-là qu'il souhaite porter à notre connaissance. Ou alors il n'y en a pas assez et on va brider la personne dans ses possibilités de pouvoir communiquer. De pouvoir mettre en place aussi une catégorisation précise vraiment trop vite. Il faut vraiment s'assurer en amont. Au début, on commence avec un seul onglet, avec un item, puis on augmente petit à petit quand on n'est pas sur une transposition d'un classeur papier-carton. Travailler la discrimination à partir du moment où j'intègre un nouvel item, donc c'est-à-dire une nouvelle demande possible, je suis sûre que la personne la comprend et que au moment où elle va cliquer dessus, c'est exactement ce qu'elle va souhaiter me demander.
Et puis aussi d'être extrêmement vigilant sur la mise en place de l'outil de communication où la personne ne doit pas communiquer avec sa tablette, mais doit se servir de cet outil-là pour être plus à l'aise dans la relation à l'autre et communiquer avec l'autre avec un grand A. Parce que ça peut être le risque de ne pas avoir travaillé suffisamment l'interpellation et que la personne, voilà, par rapport à cette plus-value-là qui est la synthèse vocale, appuie sur les items et s'auto-stimule avec le retour auditif de la synthèse vocale. Voilà, de quelque chose où on va multiplier les pages avec une arborescence trop complexe, de ne pas faire évoluer l'application. Voilà, effectivement, au fur et à mesure de l'accompagnement, il devrait y avoir de plus en plus de possibilités de communiquer en ajoutant des pictogrammes, des catégories, etc. Et attention à ne pas oublier la phase de généralisation parce qu'il est extrêmement intéressant et pertinent de pouvoir lancer l'usage un peu en face à face. Mais si on met en place un outil de communication pour une personne, c'est pour qu'il puisse être compris par tout et par tous. Donc de ne pas oublier cette phase de généralisation. Voilà, si c'est mis en place dans l'établissement ou dans le cabinet de l'orthophoniste, voilà, que la tablette puisse le suivre dans sur tous ces lieux de vie et qu'il apprenne à communiquer avec différentes personnes, voilà, qu'il ne soit pas identifié sur un unique partenaire. Et d'adopter cette démarche extrêmement structurée dont on vient de parler. Voilà pour les préconisations. Je voulais illustrer ces propos-là par rapport à partir de tout ça, quand on a fait bien attention de pouvoir vous présenter un cas d'usage. Voilà, sur la mise en place d'un outil de communication numérique pour Asa, une jeune fille de 15 ans qui a un trouble du spectre de l'autisme associé à une déficience intellectuelle. Elle avait un classeur PEX pour communiquer, donc vous savez, ce classeur de communication par échange d'images qui était mis en place depuis septembre 2017. Donc les objectifs, voilà, qui étaient très clairs, qui avaient été fixés en équipe, et je précise en équipe parce que c'est extrêmement important que tout le monde soit partie prenante du projet, voilà, que ce soit l'équipe, la famille, pour que ce soit le plus possible généralisé et fonctionnel dans tous les lieux de vie, de proposer un outil de communication numérique pour Asa et qu'elle puisse gagner en prise d'initiative. Ça a été mis en place avec différentes séances, et à chaque séance il y avait un objectif et les prochaines étapes à mettre en place. Voilà, quand je vous parle de démarche extrêmement structurée, c'est celle-ci. Voilà, chaque séance avait un objectif précis et particulier, avec jalonné dans l'accompagnement des évaluations. Donc voilà, sur la première évaluation, au bout de 3 mois, Asa était en capacité de pouvoir demander un objet qui se situait devant elle. Puis après, augmenter ses possibilités de demande avec des choix, de pouvoir utiliser la synthèse vocale sans guidance, donc à quel moment je vais apporter de la guidance et de quelle manière je vais pouvoir estomper cette guidance pour que petit à petit l'autonomie prenne sa place dans l'utilisation des outils, parce qu'on ne les met pas en place pour nous, mais pour eux. Il va falloir s'effacer graduellement et avoir conscience aussi de l'aide qu'on apporte pour pouvoir l'estomper plus facilement. Sur la 3e évaluation, Asa a utilisé Voice pour demander un objet en lien avec ses centres d'intérêt et pouvoir le demander aussi, un objet qui n'était pas visible et présent là où elle se situait. Donc voilà, toutes ces étapes-là aussi qui vont être importantes. Au début, on travaille vraiment face à face avec des objets présents pour petit à petit être en capacité de pouvoir formuler des demandes et maîtriser des demandes avec des choses qui ne sont pas visibles et à portée de main. Sur la 4e évaluation, on était vraiment sur le fait que Asa puisse utiliser Voice pour réclamer un objet signifiant un besoin dans une catégorie particulière. Donc voilà, l'idée était de pouvoir développer et augmenter ses possibilités de communication en les hiérarchisant de façon cohérente, de développer l'usage des catégories, donc les fameux onglets dans Voice. Pour ensuite choisir la catégorie adéquate sans guidance, mais arriver au bout de quelques mois à pouvoir valider ça à l'évaluation numéro 5. Et puis après, ce qui avait été capital aussi, c'est qu'elle puisse interpeller de façon adaptée pour formuler des demandes spécifiques et adressées.
ce qui a pu être évalué en mars 2018 voilà, sur de l'autonomie. Voilà, il utilisait Voice totalement en autonomie au quotidien pour demander des choses et signifier des besoins à toutes les personnes qui pouvaient l'entourer. Donc ça permettait ensuite de pouvoir formuler une demande d'aide financière auprès de la MDPH parce qu'on a vraiment qualifié cet outil-là comme indispensable pour elle. Voilà, pour ça me semblait important en fait pour que vous puissiez voir toute cette démarche structurée, l'importance de la généralisation, comment on travaille les catégories, quels items on ajoute à l'intérieur et pouvoir accompagner étape par étape. Je voulais ensuite vous montrer une petite vidéo, voilà, pouvoir vous montrer des images par rapport à ce que c'est la mise en place d'un outil de communication. Et pour ce faire, je vais vous passer la vidéo d'un jeune homme qui s'appelle Melvin, pour qui a été mis en place l'application Voice, qui a été un transfert de son classeur papier-carton. Éducatrice spécialisée, je travaille dans l'autisme depuis à peu près 7 ans. L'axe de travail principal avec les jeunes, c'est la communication. Donc, pour ce faire, on a travaillé en partenariat avec Auticiel et l'application Voice avec nos jeunes. Donc, c'est une communication via la tablette, donc sur des séances en individuel et en groupe. Donc, Melvin utilise la tablette pour communiquer aussi bien à l'IME, dans sa famille et aussi dans l'environnement extérieur. Bonjour, ça va? Tu veux des baguettes? Melvin est non-verbal, en fait. Il est autiste non-verbal. Et le diagnostic a été posé quand il a eu 3 ans. Bien avant ça, il parlait, il s'exprimait comme les enfants, les bébés de son âge. Il disait papa, maman. Puis bon, après, il n'a plus parlé à ses 18 mois. Du coup, lui-même, il a mis des choses en place pour pouvoir communiquer parce qu'il voulait vraiment rentrer en contact avec les autres. Merci. Melvin, c'est un jeune qui a beaucoup d'initiatives, qui a déjà acquis l'interpellation, mais qui a du mal à se faire comprendre. Et donc, au préalable, il utilisait donc son classeur de communication, qui fonctionne aussi avec des pictogrammes. Sauf que ça devenait assez envahissant parce qu'il a des stéréotypies et veut classer les pictogrammes, donc il faisait que les déscratcher, les rescratcher. Donc avec la tablette, au moins, il n'a pas du tout ce côté envahissant et il l'utilise vraiment juste pour communiquer. Pour lui, on fait le salut, quoi. Les bonjours comme ça, avec les mains, ça commence par ça. Le check, ouais. Ça fait longtemps qu'il vient ici, ça le fait tous les jours. Les dernières fois, on prend avec la tablette. Et puis, j'écoute qu'est-ce qu'il demande et je ramène les baguettes. C'était pratique, quoi. Il est très content avec. Je pense qu'il a envie, parce que qu'il est là, la tablette, il répète plusieurs fois. Comment qu'il est content, je pense. Je suis éducateur sportif depuis 2 ans et je travaille avec Melvin. On fait des activités comme le roller en extérieur, le tennis et on fait une inclusion au collège à côté. Je veux les rollers. Clément. La tablette, ça m'a apporté une facilité de communication avec Melvin pour apprendre à le connaître. Ça a été beaucoup plus rapide. Dès qu'il voulait quelque chose, c'était clair. Je veux ceci, il l'utilise très bien. Donc, par exemple, ça c'est la tablette de Melvin, donc il y a l'application Voice, donc il sait l'utiliser entièrement seul, il sait l'allumer. Donc il y a différents onglets. Ce qui est pas mal avec cette tablette, c'est qu'on peut vraiment les individualiser pour chaque jeune. Chaque jeune a ses pictos spécifiques. Et ce qui est pas mal aussi, on travaille sur les émotions, les ressentis. C'est des choses qui sont difficiles à exprimer pour des jeunes qui communiquent pas verbalement et ça permet de diminuer aussi les troubles du comportement.
du fait de pouvoir exprimer les émotions. Et comme Melvin peut être amené à travailler avec des intervenants, notamment au tennis et avec les professeurs de PS, qui ne sont pas forcément formés et pas l'habitude d'avoir des jeunes non-verbaux, c'est très facilitant pour nous et pour eux. Rien. C'est un reportage, c'est des gens qui parlent de leurs garçons, de leurs personnes qui ont des tablettes. Il n'y a rien là. Moi, je suis arrivé au début quand il a eu sa tablette. Ça s'est fait très rapidement. Il a très vite pris en main la tablette, il a très bien compris. On a réutilisé le même type de pictogramme qu'il utilisait sur son classeur. Donc, on a mis les images dans la tablette, donc il les a tout de suite reconnues. En quelques semaines, il avait compris le fonctionnement et il faisait déjà des phrases complexes à plusieurs mots. Il le travaillait déjà à l'extérieur, donc ça s'est fait pour lui assez rapidement. Il savait déjà hyper bien l'utiliser et c'est quand même un support qui est plaisant pour eux. Donc du coup, ils n'ont pas l'impression que c'est réellement du travail. C'est des adolescents, ils sont fiers d'avoir leur petite tablette. C'est au bout du jour, quoi. Donc pour des ados, c'est un support qui est quand même hyper adapté. Qu'est-ce que vous faites ensemble avec cette tablette? On fait des jeux. Des fois, il me demande ce qu'il veut, comment je comprends pas ce qu'il dit. Des fois, il me fait des photos. C'est quand même un côté assez pratique au niveau du temps de préparation de matériel, parce qu'avec un classeur avec des pictogrammes, il faut aller sur l'ordinateur, chercher les différentes photos, les plastifier. Lorsque ça s'abîme, il faut renouveler le matériel régulièrement. Les pictos souvent se perdent. Là, au moins, on a un gain de temps de juste chercher les pictogrammes, désolée. C'est Melvin qui veut sa tablette, c'est ça? Il peut la récupérer. C'est le repas et du coup, il veut demander à manger. Ah non, ça, maintenant, c'est devenu son outil essentiel. Il ne part jamais sans. Je veux des légumes, de la viande, le sel, Lucille. Donc lui, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir travailler la communication fonctionnelle dans les environnements extérieurs à l'IME et aussi au sein de sa famille. Nous, on voudrait favoriser pour Melvin l'autonomie, qu'il puisse après aller faire ses courses tout seul, qu'il puisse interpeller de manière adaptée les gens et se faire comprendre donc grâce à la tablette. Il y a 2 ou 3 jours de cela, je l'ai entendu dire « Ah ». Et j'étais tellement contente, je lui ai dit « Tu répètes, tu as dit tablette ». Il a dit « Ta ». Il n'a pas dit tout le mot, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire, ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Quand il sort maintenant, même quand on va rendre visite aux gens, il a ce réflexe de prendre sa tablette, il ne l'oublie jamais. Je pense qu'il a compris qu'il en a besoin pour se faire comprendre, et je pense que ça lui a beaucoup apporté, ça l'a apaisé aussi quelque part. Ah, Melvin. Mais là, c'est son compte. Oui, tu peux t'asseoir, il aime bien s'asseoir. On parle de toi, de ta tablette, de comment tu travailles avec, de comment tu te fais comprendre. Tu as travaillé et tu étais sage. Donc voilà pour Melvin et la mise en place de l'outil de communication pour lui sur sa tablette. Voilà, quand sa maman dit qu'il va être extrêmement important, enfin voilà, il n'oublie jamais. Ça aussi, c'est une recommandation extrêmement importante. Voilà, c'est son outil de communication. Comme nous, on a notre langue à l'intérieur de notre bouche pour pouvoir échanger. Là, c'est exactement la même chose. Donc, ce n'est pas prends ta tablette, mais c'est voilà, je ne t'ai pas compris. Et, ça va vraiment falloir être quelque chose d'extrêmement important à proposer et à mettre en place avec une grande vigilance pour que voilà, qu'ils pensent à prendre leur outil en permanence dans tous les lieux où ils vont évoluer. Alors, je vous repartage la présentation. Et puis, du coup, ce que je voulais, c'était vous présenter les applications Voice et iFilm
d'un côté, j'aurais pu ne pas vous représenter la présentation, mais vous partagez directement à l'écran de ma tablette, ça aurait été plus fonctionnel. Hop. Je la cherche. Donc on va commencer par la présentation de la première application qui s'appelle iFeel, qui est, elle peut être qualifiée d'une application de communication de premier niveau. C'est ce petit icône vert avec les petits smileys. Pourquoi de premier niveau? Parce qu'on va être sur l'expression d'un ressenti positif ou négatif, avec un focus, vous allez voir, qui est mis aussi sur la douleur, ou alors l'expression d'un besoin on va dire neutre, de base, pouvoir voilà, signifier qu'on a faim, qu'on a soif. Ce qui est pertinent avec cette application, c'est qu'on va pouvoir qualifier l'intensité du ressenti, voilà, de pouvoir faire un rapprochement entre ce que tu as ressenti ici sur l'échelle, c'est sur 3 niveaux, c'est tout en bas. Par contre, ce que tu as ressenti là, telle ou telle émotion, voilà, que ce soit négatif ou positif, hein, c'est extrêmement fort pour toi, donc on va pouvoir le mettre en haut de l'échelle, histoire aussi de pouvoir avoir un regard un peu plus fin sur ce qu'on ressent et faire des associations un peu plus précises. Donc l'expression de... Vanessa, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est Madame Mallet, j'ai eu de gros problèmes pour me connecter, j'ai dû appeler Auticiel. Ça fait plus d'1 heure que j'essaie de me connecter, je ne vous entendais pas, vous ne m'entendiez pas. Vous inquiétez pas, Madame Mallet. En fait, j'ai vu que vous parliez de langage et j'ai tout raté. Vous inquiétez pas, c'est enregistré, on pourra vous envoyer le lien de la vidéo de cette présentation. Vous connaissez mon email? Vous inquiétez pas, on enverra, vous pourrez nous... Attends. Du langage, de quoi? Madame Mallet, je me permets juste de participer. Chaque personne présente à ce webinaire recevra par mail le lien pour accéder au replay. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez loupé quelques minutes ou même 1 heure de la présentation, c'est pas grave du tout. Je vais tout vous renvoyer d'ici quelques jours. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. De rien. À l'intérieur des applications, il y a ce qu'on appelle un contenu de base pour vous montrer ce qu'on peut faire, et puis tout l'intérêt aussi est de pouvoir personnaliser au plus près avec cette idée-là d'être au plus proche des besoins des personnes pour qui on va destiner l'application. Donc on peut exprimer un besoin, un ressenti positif, et ce que je vous disais, c'est de pouvoir qualifier l'intensité de ce ressenti avec voilà, le visage qui s'anime différemment en fonction du degré ressenti, du degré d'intensité émotionnelle ressentie. Donc je suis content, je suis très contente, et je suis vraiment très contente. Là on a un homme, on peut changer la mascotte en petit garçon, en petite fille, en femme ou en homme. Tout ça, ça sera dans les paramètres généraux, et on peut aussi également exprimer un ressenti négatif, voilà, la douleur, la colère, la fatigue. Il y en a sur plusieurs pages avec de la personnalisation possible. Et je vous disais, avec une particularité pour pouvoir exprimer la douleur, qui est somme toute une compétence extrêmement importante et fonctionnelle dans le quotidien des personnes en situation de handicap, déjà de pouvoir formuler une demande et en plus pouvoir formuler et pouvoir exprimer une douleur qui va éviter de nombreux troubles du comportement, faute de pouvoir nommer et dire les choses de façon adaptée. Donc pareil, j'ai mal, j'ai très mal et j'ai vraiment très mal. Et vous voyez, tout en dessous de l'échelle d'intensité, vous avez un petit encart où est inscrit « Où ai-je mal ?» Et si on clique dessus, on va pouvoir amener la personne, soit en habituation, en contexte, ou alors s'il a des compétences au niveau du schéma corporel, pouvoir venir l'aider à localiser la zone douloureuse, même s'il n'a pas le vocabulaire lié à l'endroit qui fait souffrir. Donc de face avant ou de face arrière, et en bougeant la petite loupe, on va pouvoir amener quelque chose de très fin dans l'expression de la douleur. Vous voyez à gauche, j'ai grossi l'endroit de la main, et l'endroit où je vais cliquer dans la zone grossie va automatiquement signifier l'endroit où je clique la zone douloureuse associée. Donc je clique sur le pouce, c'est-à-dire très mal au pouce, ou j'ai très mal au pouce en fonction des paramétrages, à l'index, au poignet. Très mal au poignet.
Si je le pose sur le visage et je J'ai clique vraiment très sur mal la à la tête tête. dans la zone grossie, ça déclenche automatiquement une synthèse vocale. Donc, extrêmement important de pouvoir offrir cette compétence-là et travailler cet apprentissage avec les personnes, déjà pour exprimer la douleur et aussi pour venir cibler finement la zone qui fait souffrir. Et c'est souvent quelque chose sur lesquels ils sont extrêmement en difficulté pour pouvoir ensuite être compris et qu'on puisse leur apporter un soulagement. Donc ça, c'est la manière dont fonctionne iFeel. Et je vous disais, vous pouvez paramétrer tout un tas de choses. Pour le paramètre, on va aller dans la petite roue crantée tout en bas à gauche. Et à chaque fois, vous avez, voyez, une petite division qui permet de sécuriser l'application. Pour pas que la personne puisse modifier le paramétrage qu'on a pu proposer, qui va être adapté à son niveau. On a un petit bandeau vert qui s'ouvre tout en bas. Et si on va dans les paramètres généraux, c'est là où je vous disais, vous allez pouvoir changer la mascotte. Moi, j'avais mis un homme, mais on peut mettre une femme, une petite fille, changer l'aspect visuel des images, l'intensité des émotions affichées, tout ce qui a trait au son, la vitesse d'élocution, si on veut que le volume dépende de l'intensité émotionnelle ressentie. Au niveau de la sensorialité, pouvoir changer le fond de l'interface. Puis quand on a fait ces petits paramétrages adaptés à la personne, on peut venir valider. Ensuite, on refait la petite roue crantée. Ça, c'était les paramètres généraux. Et pour personnaliser, afin de pouvoir transposer et mettre du sens avec la réalité du quotidien de la personne, pouvoir mettre des visages de personnes qu'il connaît, ce sera beaucoup plus facile après de pouvoir identifier et s'identifier. Donc mode édition, on peut supprimer ce qui ne nous semble pas pertinent ou en tout cas à l'heure d'aujourd'hui pas adapté ou pouvoir en masquer. Et puis pour la création et la personnalisation, il suffit de cliquer sur le plus ajouter. Et puis après, en fonction du type d'émotion que vous avez sélectionné, positif, ça apparaîtra dans le pouce vert, négatif dans le pouce rouge et neutre en bas avec le ressenti neutre, de pouvoir mettre 3 photos avec un affichage de l'émotion sur son visage sur 3 degrés d'intensité avec le titre associé. Donc on clique sur l'appareil photo, on prend photo directement avec la tablette ou bien on va chercher des visuels qu'on a dans la galerie d'images de la tablette. On met un titre. On peut mettre un code couleur pour faciliter le repérage et puis après on peut valider. Donc on peut ajouter. Donc soit la personne est en capacité de pouvoir montrer sur son visage 3 degrés d'intensité émotionnelle ressentie. Ça peut faire partie aussi d'un exercice et d'un apprentissage. Pouvoir mettre la tablette en appareil photo un peu en selfie, comme ça il se voit et on peut travailler les mimiques du visage pour pouvoir dire ok, là t'es content, là t'es très content et ça permet aussi de mettre en place un apprentissage avec cet outil qui est extrêmement ludique et puis ensuite qui pourra lui servir pour pouvoir, faute de communication non fonctionnelle, pouvoir s'en servir au quotidien avec son visage. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur iFeel. Donc cet outil de communication de premier niveau et ensuite je voulais vous parler de Voice, qui est l'outil de communication numérique organisé comme un petit classeur avec une synthèse vocale. Donc Voice, toujours à l'intérieur des outils, il y a ce qu'on appelle le contenu de base pour vous montrer ce qu'on peut faire, toutes les possibilités. Ne jamais commencer avec ça, sauf pour faire un peu une évaluation de ce qu'il reconnaît. Voilà, ça peut nous permettre aussi, ok, est-ce que si j'ouvre telle ou telle page, il sait reconnaître ce qu'il y a. Si on n'a pas d'outils d'évaluation standardisés à pouvoir proposer ou une équipe qui permet de le faire, ça peut être aussi une idée de pouvoir évaluer son niveau de compréhension et de discrimination. Est-ce qu'il va savoir naviguer entre les différents onglets? Et puis de toute façon, avant de pouvoir utiliser cet outil-là, avant de pouvoir mettre une tablette entre les mains d'une personne, on s'assure en amont de tous les prérequis à l'usage. Est-ce qu'il va avoir le pointer déplacé, allumer et éteindre une tablette, la mettre en charge, qui vont être des prérequis nécessaires pour pouvoir utiliser ensuite de manière extrêmement fonctionnelle et autonome son outil de communication. Et ensuite, l'idée est qu'il puisse sélectionner, donc vous verrez soit en pointant, soit en déplaçant. Pareil, dans les paramètres, on pourra gérer toutes ces fonctionnalités-là pour qu'elles s'adaptent au plus près de la personne. Pouvoir ensuite
s'orienter dans les différents onglets et pouvoir sélectionner. Et ensuite, on a fait le choix en fait de ce qu'on souhaitait demander, un peu de la même manière où nous on va réfléchir à ce qu'on va vouloir dire, de pouvoir après interpeller la personne à qui on veut transmettre ce message. Donc on fait la sélection de nos items, on apprend à la personne à sélectionner ses items et on est sûr que ce qu'on a mis à l'intérieur est compris par lui. Et ensuite on lui apprend à cliquer sur le petit microphone tout en haut à droite pour pouvoir lancer le message. Et là, la synthèse vocale s'active, collée sur les items. Et puis, on retourne en arrière et on lui apprend à vider sa demande, vider la bande phrase, la remettre vierge. Donc, la petite flèche, on supprime les items les uns après les autres. Ça permet aussi de pouvoir lui apprendre ça. Si jamais il s'est trompé, de pouvoir le retirer. Et la croix supprime l'intégralité des items qui avaient été sélectionnés dans la bande phrase. Donc ça, c'est le fonctionnement. Ensuite, je vous montre comment on peut personnaliser l'outil. On va aller dans la petite roue crantée tout en bas à gauche. La division pour déverrouiller l'application parce que je l'ouvre du côté du bénéficiaire. Vous avez ce petit bandeau vert tout en bas et dans les paramètres généraux, vous allez pouvoir sélectionner tous les paramétrages qui vont être adaptés, qui vont vous sembler adaptés à la personne pour qui vous allez vouloir mettre en place l'outil communication. Alors, premièrement, est-ce qu'on va lui mettre le nom des onglets ou pas? Donc, on active ou on désactive. Est-ce que ça va être une information essentielle pour lui ou alors une information supplémentaire qui va pas lui apporter grand-chose de plus? Est-ce qu'on met des images ou pas? Est-ce qu'on va afficher le texte en dessous l'item? Certains pictogrammes, notamment PEX, ont déjà le mot renseigné sur la photo, sur le picto. Donc ça ne sert à rien de remettre l'affichage encore en dessous du texte, même si on va être obligé de le renseigner pour que la synthèse vocale puisse le citer. En tout cas, ça ne va pas être nécessaire. Donc pareil, on active, on désactive. Quand on commence avec un outil et qu'il n'y a pas beaucoup d'items, on va peut-être sélectionner de grands items. Il y en aura moins sur la page, mais ils seront plus gros et plus faciles à pointer. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des items d'objets de demande, on pourra diminuer l'aspect visuel des images, parce que sinon ça va peut-être demander trop de manipulation, de balayage de l'écran. Donc je vous mets en grand pour vous montrer ce que ça donne, l'animation des items, le placement aléatoire des items, à laisser désactiver en permanence. Par contre, ça peut être extrêmement pertinent pour faire de l'évaluation, parce que là où il va circuler dans ces différents onglets, ou à chaque fois qu'il va rallumer son application, ils ne seront jamais mis à la même place. Donc ça permet de temps en temps de venir évaluer, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il discrimine bien les pictogrammes, ou il a appris l'emplacement par cœur. Toujours en termes d'accessibilité, changer le fond d'écran, la fameuse division, là, l'accès protégé aux paramètres. Et puis, en fonction de la personne, pouvoir choisir le mode de pointage qui va être le plus adapté. Certains sont très à l'aise. Je pointe, l'item monte dans la bande phrase, ou alors ils sont plus à l'aise à venir le déplacer, le faire glisser. Donc pareil, ça on choisit en fonction de la personne. Pouvoir ralentir la vitesse d'élocution, pour ceux qui commencent à verbaliser, pouvoir avoir le temps aussi de pouvoir répéter derrière, faire un choix de synthèse vocale qui va être adapté. Et puis cette possibilité aussi de désactiver le fait que la synthèse vocale, au moment où ils vont sélectionner leurs items, que la synthèse vocale ne s'active pas tout de suite. Ça permet, voilà, ils vont sélectionner, comme quand nous on réfléchit à ce qu'on va vouloir dire, on ne le dit pas tout haut, si parfois ça arrive, mais voilà, c'est pas tout le temps. Donc eux c'est pareil, on désactive cette fonctionnalité-là quand ils sélectionnent, et ça permet aussi de travailler beaucoup plus finement le fait de voilà, j'ai sélectionné, ça ne parle pas pour l'instant, il va falloir que j'interpelle la personne à qui je vais vouloir transmettre ce message. Soit je lui tapote l'épaule, ou je peux faire enfin voilà, pour attirer vraiment l'attention de la personne à qui je veux m'adresser. Parce que si c'est activé, parfois, quand ils sélectionnent, donc ça parle en même temps, et on peut vite s'approcher d'eux en disant oh, ah ben tu veux ça, et ça lui laisse pas non plus l'opportunité du travail de l'interpellation, et puis si jamais ils se sont trompés, de pouvoir modifier. Et puis aussi on peut exporter tout ce contenu là en PDF. Et on valide quand on a fait ses choix. Vous voyez, j'ai changé l'interface, j'ai mis des gros items.
Voilà, ça peut être plus facile pour certains quand il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Juste une petite chose, dès qu'on va vouloir toucher à l'arborescence, donc les fameux onglets en bas qui organisent en catégorie le classeur de communication, tout ça, toute la création de l'arborescence va se situer dans les paramètres généraux. Donc c'est tout en haut, dans l'onglet gris, modifier les onglets, où vous avez toute l'arborescence des différents onglets, où vous pouvez les réorganiser, si vous voulez en mettre un avant l'autre pour plus de facilité, en masquer certains. Par exemple, il y a des pictogrammes, des items que vous êtes en train de travailler. Pour l'instant, ils ne les discriminent pas tout à fait, c'est pas encore suffisamment fonctionnel, mais vous les avez renseignés à l'intérieur de l'outil et vous les masquez à l'usage autonome. Puis vous pourrez les réintégrer une fois que ce sera bien acquis. Et puis, on clique sur Ajouter et là, on peut créer son onglet. Toujours un peu le même système. On tape le texte, donc le nom de l'onglet, admettons, je ne sais pas, Aliments. Et puis, on va renseigner la photo associée à cette catégorie-là, parce que c'est un onglet. On peut choisir un code couleur, soyez assez vigilant par rapport à ça pour faciliter aussi le repérage, qu'il puisse y avoir des onglets avec des couleurs différentes en fonction de ce que vous souhaitez proposer. Et le fait de barrer, ça va signifier visuellement que cet onglet-là n'est pas disponible. Et puis on valide. Donc je vous ai montré comment ça fonctionnait, ce qu'il y avait à l'intérieur des paramètres généraux. Dès que vous allez vouloir créer des onglets ou apporter des modifications aux onglets, c'est dans les paramètres des généraux. Et puis ensuite, quand on veut ajouter des items à l'intérieur d'un onglet, il faut au préalable sélectionner son onglet. Donc, voilà. Tac, tac, tac. J'appuie sur l'onglet Aliments. Et puis ensuite, parce que je veux y apporter une modification, j'appuie sur ma petite roue crantée, tout en bas à gauche, et je clique sur Modifier l'onglet. Ça veut dire que je vais venir modifier cet onglet-là. Qu'est-ce que je peux faire quand je suis à l'intérieur d'un onglet? Je peux ajouter un dossier. Vous voyez, les fruits, les légumes, ça, ce sont des dossiers à l'intérieur desquels on a créé des items. Donc là, quand ils en sont rendus là, c'est qu'ils ont de très bonnes compétences en catégorisation et ça permet d'organiser au mieux et au plus juste son outil de communication. Et puis aussi, on peut ajouter un item, on met une photo, soit on prend directement avec la tablette ou on va chercher dans la galerie. Donc, je suis dans mon onglet Aliments et je vais vouloir rajouter... allez, on va faire l'ananas. Les items sont carrés, on peut zoomer. Je tape le texte. Ananas. Si la personne est totalement non-verbale, on laisse la voix de synthèse citer le nom de l'item. Par contre, si la personne commence, parce que cet outil-là, au début était alternatif, mais commence à être augmentatif parce qu'il a soutenu, il y a une émergence du langage qui arrive, et pour pouvoir encourager ces progrès-là, sur les mots que la personne sait parfaitement articuler, on peut très bien ajouter le son de sa voix sur certains éléments pour vraiment valoriser aussi les choses. Et puis quand il ne sait pas faire, ou c'est pas suffisamment intelligible, on laisse la synthèse vocale prendre le relais. Donc on appuie sur le petit micro, ananas, et là il y aura le son de ma voix sur cet item-là. On peut choisir un code couleur pour faciliter. Barré, ça signifie visuellement que c'est pas disponible. C'est pas un interdit, mais en tout cas ça lui montre que ok, non, ça tu peux pas le demander, soit il y en a plus, soit... Et épinglé, je sais pas si vous avez fait attention dans mon outil, mais sur le côté gauche, sous un fond gris, il y a différents items, c'est un peu ce qu'on appelle les essentiels, où on peut en mettre 5 maximum, et peu importe là où il va circuler dans les onglets, ils seront toujours affichés. Et puis aussi quand on crée un item, là je l'ai créé dans l'onglet Aliments, mais je peux aussi définir son affichage à plusieurs endroits. Donc je sais pas, ananas, je veux qu'il soit dans les fruits et puis dans les aliments. Enfin, voilà, on peut définir plusieurs endroits. Et on valide. Et dès qu'on va créer un item, ça va faire le deuxième ananas, il est forcément tout à la fin. C'est pour ça qu'on a la possibilité aussi, de pouvoir les réorganiser si on veut positionner celui-ci en un endroit particulier. Voilà pour Voice.
je pense avoir fait le tour des différentes fonctionnalités, autant bien d'iFeel que de Voice. Je vais arrêter la présentation de ma tablette, repasser sur la présentation. Donc on a fait la présentation des applications et maintenant place aux échanges. Alors, merci à tous d'avoir suivi le webinaire jusqu'ici. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans le chat qui est sur le côté. Vous avez l'onglet en bas à droite pour toutes les poser afin que moi, je puisse les poser à Julie et Vanessa. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par les premières questions que j'ai déjà récoltées. Avez-vous des recommandations pour travailler l'apprentissage de iFeel ? Répondre Vas-y, je complète. Alors tout dépend des recommandations sur on peut être sur un outil de premier niveau en termes de communication, voilà, donc on va travailler vraiment sur l'expression de ressenti, donc positif, négatif. Voilà, c'est extrêmement compliqué de pouvoir mettre ça en place, donc il va vraiment falloir, si j'ai une recommandation à vous faire, pouvoir le mettre en contexte, que ça prenne sens dans le quotidien. Admettons sur du ressenti positif, et ben voilà, tu vois, là, je vois visuellement sur toi que tu es très content, et ben je vais amener la tablette pour pouvoir te pointer cette expression-là, faute de pouvoir le verbaliser correctement, ou alors par rapport à la douleur, pouvoir travailler en contexte les choses. Là, à cet endroit-là où tu t'es tapé, où le moustique t'a piqué, ça t'avait mal, un petit peu mal, et puis le jour où t'es tombé, où tu t'es gratiné tous les genoux, ben là, tu avais très mal. Et pour que petit à petit, les choses prennent du sens dans le quotidien, peut-être sur une première recommandation. Je pense aussi que ça va être plus simple de l'intégrer au début sur des ressentis positifs. C'est-à-dire de dire soit de rappeler un contexte particulier, par exemple la dernière fois ta maman est venue te chercher, t'étais content, tu vois, tu peux exprimer comme ça que t'étais content, et donc du coup de rouvrir l'application et de pouvoir sélectionner le ressenti adéquat. C'est vrai que c'est compliqué au départ de venir l'intégrer sur une situation douloureuse, mais c'est pareil, ça peut être un rappel d'un contexte, et puis on peut parfois aussi anticiper une situation, avoir d'autres indices qui nous permettent d'identifier une situation douloureuse, donc on pourra peut-être le proposer à ce moment-là. Voilà, et puis ça peut être aussi l'objet d'une ritualisation, c'est-à-dire on sait que parfois le matin il y a un rituel d'expression des humeurs, on peut utiliser cet outil à ce moment-là aussi pour proposer à la personne de venir signifier son humeur en utilisant iFeel. Donc ça s'intègre petit à petit, mais clairement il y a une question de ritualisation. Super, merci Julie, merci Vanessa. Du coup, j'ai une seconde question. Quand je ne comprends pas le langage de mon proche, qui souvent, on pourrait dire baragouine, je le sens lui frustré. Que faire ? Et là, c'est justement le moment de mettre en place un outil de communication alternative. Donc du coup, de tenter de lui proposer des items qui vont être en lien avec ce que vous pensez qu'il souhaite exprimer. En tout cas, d'abord, on va travailler sur ses centres d'intérêt. Et puis ensuite, on va pouvoir ajouter effectivement des demandes qui peuvent avoir trait au quotidien de la personne. Vanessa, je te laisse peut-être compléter. Oui, c'est ça. Commencer par des choses. Déjà, il va falloir lui donner confiance en l'outil et que ça prenne sens dans son quotidien. Voilà, tu veux demander ça. Je sais que tu aimes beaucoup cette chose-là, un objet ou une boisson, peu importe. Et on va commencer par un seul item pour pouvoir mettre en place l'outil de communication et qu'il comprenne que quand il veut quelque chose, maintenant, il va pouvoir passer par là. Et petit à petit, on va augmenter les capacités de pouvoir exprimer les choses au quotidien. Toujours avec un contexte et voilà, par rapport à l'observation assez fine que vous pouvez avoir de la personne que vous accompagnez, de votre enfant ou des jeunes ou des adultes que vous accompagnez, pouvoir identifier et lui proposer quelque chose de plus fonctionnel via l'outil et une image ou un pictogramme ou une photo qui va prendre sens pour lui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je n'ai pas noté. Ah voilà. Est-il possible de commencer directement avec la tablette sans passer par le classeur ? En effet,
on voit que les transpositions entre classeurs papier et classeurs numériques, elles se font en général très facilement, quel que soit le niveau. Mais on a aussi, de notre expérience, beaucoup de personnes avec lesquelles on a commencé directement sur l'outil numérique. Je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a une compétence qui est absolument nécessaire avant de commencer, c'est celle du pointer. C'est-à-dire, il faut s'assurer que la personne est en capacité de pointer. Et une fois que cette compétence-là est acquise, si on adopte une démarche structurée telle que celle dont vous a parlé Vanessa tout à l'heure, ça peut tout à fait se mettre en place directement sur l'outil numérique. Après, c'est vrai qu'il y a ce point de vigilance dont on a parlé aussi, c'est celui de s'assurer que il y a véritablement un partenariat de communication qui se met en place et que le jeune ou l'adulte ne communique pas avec sa tablette, mais bien avec une personne. Et donc, du coup, travailler et faire attention à cette phase d'acquisition de l'interpellation. Voilà. C'est bon, Marion, merci. Merci. Alors, j'ai une question de Guillaume. Afin de se faire une idée, pouvez-vous nous présenter une grille d'évaluation pour déterminer le niveau d'abstraction? Images, photos, pictos. Alors, nous, on ne peut pas vous le présenter là, mais effectivement, il existe un test qui s'appelle le COMVOR qui permet de déterminer ce niveau d'abstraction. Nous, on ne peut pas vous le présenter d'abord parce qu'il y a des droits à réserver, mais ça peut être utilisé effectivement par des psychologues. Voilà. Et c'est un test qui doit être passé en fait dans la structure ou avec un professionnel. Merci beaucoup. Alors ensuite, j'ai une question qui est revenue plusieurs fois. Comment aider un enfant lorsque l'outil de communication lui sert à s'enfermer dans son iPad au détriment de la relation sociale? Comment juste répéter, Marion, c'est tout. En fait, en gros, comment faire pour accompagner les enfants qui sont dépendants aux écrans? Donc, ils s'enferment plutôt pour mettre en place l'outil de communication sur une tablette? Bah voilà, je pense que c'est pour comment les aider en fait, pour que ça serve d'outil de communication et pas d'outil de loisir au détriment de la relation sociale en fait. Alors, vous savez que sur la solution Amikeo, il existe en fait sur la tablette une double interface. Et on met à la disposition de l'enfant ou de l'adulte uniquement les applications qu'on souhaite. Donc, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de lui donner uniquement accès à l'application Voice. Première chose. Et puis ensuite, de bien différencier la tablette qui va être la tablette de jeu, la tablette qui est utilisée à la maison, la tablette sur laquelle certains d'entre eux vont utiliser YouTube, par exemple, et la tablette de travail. On peut les différencier avec la couleur de la coque, par exemple. Mais en tout cas, il est important que le jeune, dans ce contexte-là, comprenne véritablement qu'il s'agit d'un outil de travail et d'un outil de communication. Au début, il va être mis en place en séance individuelle, si c'est possible en général. Et effectivement, il faudra bien faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire que même si vous utilisez sur l'établissement des tablettes de loisirs, il faudrait qu'il puisse faire la différence. Donc s'il est déjà dans une forme d'addiction, moi ce que je vous conseille de faire, c'est effectivement de bien différencier les deux outils. J'ai ma tablette de communication qui me sert uniquement à communiquer et qui est de toute façon au départ introduite en séance individuelle et uniquement sur ces temps-là. Puis ensuite, on passera à la phase de généralisation, mais logiquement, ça devrait être compris et acquis. Le fait que cet outil est un outil de communication uniquement. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Carole. Comment faire lorsque la personne connaît les émotions picto mais ne sait pas se les attribuer en cas de difficulté? Par exemple, s'il est content, très content, il ne sait pas se les attribuer. Alors, savoir reconnaître les émotions chez les autres et savoir identifier sa propre émotion, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Et c'est deux compétences. Donc, de toute façon, il va falloir les travailler individuellement. C'est-à-dire qu'a priori, là, la personne dont vous parlez, elle est en compétence de reconnaître les émotions chez les autres. Il va falloir travailler en fait cette seconde partie en contextualisant. Alors, il y a effectivement iFeel qui peut le permettre, mais aussi vous pourriez travailler par exemple avec Social Andy, qui est une application de quiz. Il va vraiment falloir vous focaliser en fait sur la personne avec laquelle vous travaillez et plus sur le travail, plus finalement sur le travail qui est en général abordé en groupe d'habileté sociale où on vient travailler la reconnaissance des émotions chez les autres. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Vanessa. Non, c'est suffisamment complet sur ces deux compétences-là, quoi. Savoir exprimer et puis savoir reconnaître ce qui n'engage pas du tout les mêmes compétences, effectivement, donc à travailler sur deux volets. Bah merci, je pense que ça répond effectivement. De rien, Carole, ça a l'air de répondre à sa question. J'ai une précision pour une question de tout à l'heure. Donc, si un enfant n'a pas une dépendance à l'outil numérique, mais que par contre il s'enferme, qu'il n'arrive pas à rentrer dans l'interaction sociale,
Est-ce qu'Amikeo peut l'aider à communiquer un petit peu plus? Oui, probablement. Alors effectivement, de toute façon, la mise en place de ce type d'outils, ça relève de méthodes empiriques. Donc il faut tester pour voir si ça fonctionne. Donc en effet, vous pouvez tenter de lui permettre d'utiliser, de mettre en place Voice ou iFeel d'ailleurs, tout dépend des compétences de l'enfant, pour qu'il puisse effectivement communiquer et interagir plus facilement. Après, concernant le travail des interactions sociales, mais là on parle plus des codes sociaux finalement à acquérir, on pourra utiliser l'application Social ND qui est faite pour ça finalement. C'est-à-dire on va travailler avec des quiz sur l'acquisition du comportement adéquat dans tel ou tel contexte. Je ne sais pas si c'était ça la question ou pas. Mais au-delà du fait qu'il puisse s'enfuir dans des relations, des interactions sociales, c'est sûrement qu'il est en difficulté pour pouvoir avoir un comportement adapté et comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux. Et l'idée va être vraiment de pouvoir lui proposer vraiment une conduite à tenir, un peu comme un guide qui lui permettrait d'être plus à l'aise et savoir comment il doit se comporter, quelle attitude adopter, etc., en fonction du contexte pour que ça soit suffisamment adapté à la situation. Alors, effectivement, le social ND peut être grandement utile et partir d'une réalité du vécu. Qu'est-ce que vous appelez tablette de communication? Alors, quand on a parlé de tablette de communication, en fait, c'était la tablette Amikeo avec l'application Voice qui est uniquement mise à disposition du bénéficiaire, de l'enfant ou de l'adulte. C'est-à-dire que sur son interface à lui, on lui donne uniquement accès à l'application Voice en séance et puis ensuite en autonomie, de manière à ce qu'il ne rentre pas finalement, qu'il ne puisse pas utiliser n'importe quelle application à n'importe quel moment. Super, merci. Je pense que c'est plus clair. J'ai une autre question de Solange. Est-il indiqué de commencer l'apprentissage d'un outil de communication dans tous les lieux que fréquente le bénéficiaire ou plutôt de commencer dans un seul endroit avant de généraliser? Alors, on commence pas l'idée n'est pas de commencer forcément dans un seul endroit, mais de structurer l'apprentissage. Et ça va être beaucoup plus facile de pouvoir mener un apprentissage en face à face sur quelque chose de très structuré pour que ça prenne sens, et qu'on identifie avec la personne l'objectif vraiment précis. Et le fait de pouvoir généraliser, il va falloir le faire assez rapidement aussi, qu'ils n'apprennent pas à communiquer dans un contexte particulier, sur une demande particulière, avec une personne en particulier. On connaît vraiment la rigidité de ces personnes-là et c'est quelque chose sur lequel il va vraiment falloir être vigilant. On met en place l'apprentissage structuré un peu en un pour un pour se donner toutes les chances de compréhension et ensuite on généralise autant les partenaires de communication que les lieux et les demandes possibles. Merci beaucoup Vanessa. Je voulais savoir s'il y avait d'autres questions. Là, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, il reste encore quelques minutes. Si vous avez quelques interrogations à les poser, comme ça on y répondra grâce à l'aide de Vanessa, qui, je le rappelle, est formatrice et chargée d'accompagnement chez Auticiel, et le docteur Julie Renaud, qui est la directrice scientifique d'Auticiel. Y a-t-il encore quelques questions? Je préfère rester encore 2 minutes pour vérifier que vous ne loupiez pas votre temps de questions. Alors, Mélodie me dit, c'est par rapport au cloud, mon responsable dit ne pas y avoir accès. Alors, dans ces cas-là, si c'est une question vis-à-vis du cloud, mais Mélodie, je vais vous répondre par écrit dans le chat. Caro me demande, est-ce que vous mettez à disposition une séquence d'apprentissage que les parents peuvent suivre ou faut-il absolument passer par les professionnels du centre? Pour l'introduction de l'outil de communication, j'imagine. Je pense que c'est pour ça, Caro, n'hésitez pas. Voilà, oui. D'accord. C'est difficile de vous répondre comme ça. Alors là, on vous a proposé effectivement un cas d'usage, mais on part d'un profil spécifique, c'est-à-dire c'était une jeune qui avait déjà un classeur de communication papier depuis un certain temps. Au vu... si vous voulez, ça va être difficile de vous répondre et de vous proposer une méthode à toute épreuve en n'ayant pas la connaissance du profil de votre enfant.
Néanmoins, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à un autre webinaire qui sont des webinaires à destination des familles, où on pourra vous répondre à ces questions, ou vous pouvez aussi nous envoyer un mail et on sera probablement un peu plus pertinent en connaissant le profil particulier de votre enfant. Je ne sais pas, Vanessa, si tu veux rajouter quelque chose. Après, ça me semble aussi difficile de pouvoir mettre en place une séquence d'apprentissage et d'isoler les lieux dans lesquels vont évoluer l'enfant. Donc non, pas nécessairement. En tout cas, il va falloir lancer l'apprentissage à un endroit, suivre quelque chose de cohérent, mais de ne pas oublier de mobiliser tous les lieux dans lesquels que fréquente l'enfant. Donc de coordonner cet usage et cette mise en place. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions. Encore rester 1 minute ou 2. C'est le moment. Après, s'il y en a d'autres, bien entendu, qui vous viennent en tête à la fin de ce webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà. Le réflexe qu'il faut avoir, c'est nous envoyer un mail lorsque vous avez un doute. Alors, j'ai Solange qui me pose une question. Comment faire si le bénéficiaire n'a pas de motivation à la communication sociale? C'est ce qu'avait pu aborder Julie juste avant, c'est vraiment de commencer par des centres d'intérêt et qu'il voit par rapport à des choses dont il a très envie, qu'il voit le bénéfice qu'il va avoir et qu'il va pouvoir obtenir à pouvoir aller vers l'autre pour pouvoir demander ces choses-là et l'obtenir. Je pense que c'est au-delà de ne pas avoir de motivation à la communication sociale, c'est qu'ils sont en grande difficulté de pouvoir interagir avec l'autre par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe sur le visage de quelqu'un, à quoi servent ses yeux qui clignotent dans tous les sens, je ne sais pas ce que ça veut dire, à quelle distance je me mets, et puis quel va être le gain à pouvoir interagir avec quelqu'un. Donc partir des centres d'intérêt, ça va pouvoir impulser aussi cette envie d'aller vers l'autre pour pouvoir obtenir quelque chose dont on a envie, dont on a besoin. Merci beaucoup, merci à vous Solange. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent si vous pouvez nous contacter par mail lorsque vous avez des questions. Effectivement, vous pouvez, donc n'hésitez pas, je vais vous écrire dans le chat notre adresse email. Si vous avez des questions sur la solution Amikéo, n'hésitez pas à nous envoyer ces mails-là en nous donnant un petit peu plus de contexte si c'est possible afin qu'on puisse vous répondre peut-être au plus près. Avez-vous d'autres questions? Effectivement, c'est un outil qui prend du temps à intégrer, mais quand c'est bien fait, après, c'est plein de bénéfices. Mais de rien, n'hésitez pas surtout, hop, je vous envoie donc, pour nous contacter notre adresse email en cas de questions. Donc, voilà, vous avez, super, merci. Vous avez l'adresse email formation@auticiel.com. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour des questions sur l'usage des applications. Bon, je crois qu'on a fait le tour là au niveau des questions. Donc voilà, de toute façon, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête plus tard, vous pourrez nous les renvoyer par mail. Mais en tout cas, merci à tous d'être venus et d'avoir suivi notre webinaire. Je tiens à remercier aussi Vanessa et Julie d'y avoir participé. Et avec plaisir. Avec plaisir. Hop, merci à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup.